Le 18 octobre, le Grand Palais accueille l'exposition Picasso et le portrait. Cet ensemble regroupe plus de 100 peintures et dessins. Picasso n'a jamais vécu qu'au milieu du cercle de ceux qu'il aimait, et tous ont été à un moment ou un autre dessinés, caricaturés, peints, sculptés. Ses amis, ses enfants et surtout les femmes qu'il a aimées. Chacune est passée par l'épreuve du portrait. Épreuve, car il est pour chacune le peintre de son amour naissant comme de son désamour. Dans La baigneuse assise, il exprime toute l'agressivité que lui inspire Olga en 1930. En 1937, il peint dans la même journée Marie-Thérèse en courbes bleues et blondes et Dora Maar dans des éclats de rouge et noir. Marie-Thérèse est rayonnante, Dora Maar sombre, comme si Picasso pressentait pour elle ses futures difficultés. Tout y est, leurs traits du moment, leur personnalité fondamentale. Cependant, il ne cherche pas à atteindre une vérité absolue, à les définir entièrement. Il veut dire ce que chacune est pour lui à cet instant précis où il tient le pinceau. Françoise Gillot sera la seule dont il ne pourra pas s'approprier la vie et la personnalité. Ses portraits gardent la distance du modèle. Il peint le plus souvent de mémoire. Jacqueline Roch, sa dernière compagne, ne posera jamais. C'est Jacqueline comme elle vit. Elle devient la femme dans l'atelier, non comme modèle, mais comme présence. Toutes les toiles ont son visage, elle est posée partout, elle est de toutes les couleurs. Si l'amour qu'il porte à une femme est primordial, la peinture, en revanche, commande la nouvelle direction que prend son style. Pour lui, il n'y a pas de hiérarchie entre les styles. Il passe du cubisme à la manière d'Ingres, comme on change de vitesse. Il cherche comment un objet, un visage, peut l'aider à faire éclater le monde de la peinture. Si ses grands rivaux ont été obsédés par l'approfondissement de leur art, Picasso est le seul peintre possédé par la rage de métamorphoser le sien, nous dit André Malraux dans son livre « La tête d'obsidienne ». C'est par cette démarche de transformation que Picasso a été le plus profondément révolutionnaire, qu'il a libéré l'art du XXe siècle. Claude Picasso a réalisé plusieurs films sur l'art contemporain. Dans un étonnant CD-ROM Picasso, il nous entraîne dans l'œuvre de ce géant, en s'attachant à expliquer son travail, mettant à jour pour notre plus grand bonheur des œuvres et des photos inédites. Que conseillez-vous, Claude Picasso? De le consulter avant d'aller à l'exposition du Grand Palais ou après? Eh bien, je pense qu'il faut le consulter avant, et puis sans doute après, bien sûr, puisque c'est un ouvrage très important et de référence. Aller voir les œuvres sur place, c'est très important, parce que la consultation de l'œuvre en chair et en os ne remplacera jamais la meilleure des reproductions, quelle qu'elle soit, et qu'il faut être en face d'une œuvre et pouvoir se comparer à sa taille et à voir le trait en chair et en os. Il n'y a rien de mieux. On peut même faire pivoter les sculptures. Parlez-nous de cette nouvelle technique. Oui, par exemple, le personnage à la feuille est montré en ce qui s'appelle QuickTime VR, ce qui permet, puisqu'il s'agit d'une sculpture, de tourner tout autour. Et on ne peut jamais obtenir ce genre de résultat dans un livre, bien entendu, et quelquefois, rarement même dans les films. Or là, on peut tourner à sa guise, exactement sous l'angle que l'on veut, pas par pas, degré par degré, autour d'une œuvre. Quelle image gardez-vous de votre père? Je crois que, bon, c'est un créateur, et que ce qui est le plus intéressant, c'est justement son envie, son désir de faire quelque chose et de se remettre en question tous les jours. Ça, je trouve que c'était très passionnant, et puisque j'ai pu vivre cela, et puis comme père, eh bien, c'était un père attentif et attendri, et donc je garde un très bon souvenir. Cette semaine, il y a un passionnant spécial Picasso dans Madame Figaro. Dans le film que vous allez voir, vous allez découvrir tous les visages de Picasso. Picasso disait « S'il n'y avait qu'une seule vérité, on ne pourrait pas faire 100 tableaux sur le même thème.
Alors, avec le visage, qu'a-t-il dit? La tête de l'homme est vieille comme le monde, mais lui l'a vue d'une façon si nouvelle que ses portraits ne racontent pas seulement son art ou sa vie, mais tout le XXe siècle. Notre histoire commence à Barcelone, en 1897. Nous voici devant Science et Charité. C'est la première grande œuvre de Picasso, c'est une grande machine académique et en fait une commande de son père. C'est évidemment pas lui qui a choisi le nom, qui a choisi le titre. D'ailleurs, il n'a pratiquement choisi aucun titre de ses œuvres, sauf Guernica et quelques grandes œuvres comme ça. Et la première source d'étonnement, c'est que cette grande machine académique, à la fois il y a le côté virtuose, il y a le portrait du père, pour qu'on reconnaisse qu'il est à 15 ans capable de faire un grand portrait, le père en médecin. Le style même de la peinture a plutôt l'âge du père, qu'il n'a l'âge de la peinture tel que l'entend Picasso. C'est ça qui est assez curieux dans cette espèce de commencement. Parce qu'on commence par le passé, on commence par le vieillissement. Mais alors ce qui est très curieux, c'est que ce vieillissement, avec cette main spectrale qui est tenue par le père, est en quelque sorte la condition de possibilité d'un recommencement. Elle est morte, quoi. Elle n'est pas comme un linge cruel, parce qu'on voit bien que c'est une main tout de même comme un gant. Vous voyez, comme un qui meurt, qui tombe, qui perd son sang, quoi, qui a perdu du sang, qui est gris. Contrairement à la main du médecin, c'est-à-dire de son père qui la tient pour tâter le pouls, qui elle, effectivement, est vivante, pleine de chair, de rose, de sang, donc. Et chez cet adolescent de 15 ans, il y a déjà la référence à sa vie intime parce que, un an plus tôt, il a perdu sa petite sœur Conception par une diphtérie foudroyante. C'est-à-dire que d'un seul coup, nous avons dans l'œuvre ce qui va caractériser tous les grands tableaux de toute la vie, à la fois le désir de traiter un sujet et de le traiter à fond, mais aussi en même temps la référence à la vie intime et aussi la référence à la mort. Il était fier du portrait de son père sur Science et Charité. C'est le père qui était très fier de lui. C'était le père. Le père était époustouflé. Au fond, c'est le seul professeur de qui il a admis toutes les critiques et aussi les ordres en quelque sorte. Parce qu'il n'a jamais, on n'a jamais pu dire à mon père, fais mon portrait. Jamais, jamais, jamais. Il faisait le portrait des gens qu'il voulait, c'est tout. Portrait du père de l'artiste. Montmartre, l'atelier de la rue Gabriel. Picasso part à Paris. Il y reste. Parce que c'est là que viennent tous les plus grands artistes du monde, les poètes, etc. Le centre du monde culturel, on dirait aujourd'hui, c'était Paris. Il le voit bien, il le sent bien. Tout de suite, l'air des bistrots, des cafés, des ateliers, des cercles, des amitiés, avec cette ambition, ces moyens dans ses doigts, déjà très jeunes, etc., c'est là qu'il va. C'est vers ces gens-là qu'il va. Là, libre, indépendant à Paris, il va vers les anarchistes, il va vers les cinglés, il va vers les singuliers, il va vers les marginaux, il va vers les fous, il va vers les poètes. Le Moulin de la Galette, 1900. En 1901, Picasso va avoir 20 ans. Au printemps, il a eu sa première exposition chez Vollard, qui a été un succès. C'est là, par exemple, qu'a figuré son autoportrait Yo Picasso, qui battra tous les records pour une peinture du XXe siècle, encore en 1989, avec près de 48 millions de dollars. Mais le tempérament de Picasso veut que face à ce succès, il rentre en lui-même
se regarde et il repense au drame qu'il a vécu au début de l'année avec le suicide de son ami Casaremas, et sa peinture va subir un tournant à 180 degrés pour qu'il parle de la mort de Casaremas. C'est la peinture qui doit régénérer, qui doit produire la résurrection du mort. Et la bougie qui est à côté, le feu qui est à côté, car c'est le feu d'une bougie, la lumière d'une bougie, avec son éclat de couleur, très Van Gogh, va transfigurer véritablement cette tête de mort livide et va la dorer de l'or de la peinture et de la vie de la peinture. Et un jour, Picasso m'a dit, c'est en pensant à la mort de Casaremas que je me suis mis à peindre en bleu. Son ami de jeunesse, Sabartès, est venu à Paris. Et c'est dans cette période de tension où il est encore tout plein de ses toiles de la mort qu'un jour il a surpris Sabartès dans un café, la tête ailleurs, comme nous dirions, et il l'a consigné presque immédiatement dans ce tableau qui s'appelle Le Boc et qui est probablement un des chefs-d'œuvre de la peinture de la solitude. Tout de suite après le retour sur la mort de Casaremas, la solitude de Sabartès, au moment où sa peinture devient vraiment la peinture bleue, il se tourne vers les exclus, comme nous dirions. Il découvre la prison des prostituées, la prison de Saint-Lazare. Il y choisit des modèles, ce sont des prostituées vénériennes, des mères. Il s'interroge sur leur avenir, sur leurs enfants. Et sa peinture est à tel point différente de ce qu'il peignait au printemps que le marchand qui l'a soutenu à ce moment-là rompt avec lui et lui coupe les vivres. Et Picasso va peindre à ce moment-là un autoportrait absolument extraordinaire où il se représente, disons, ayant 30 ou 40 ans au moins, hâve, maigre, ayant faim, ayant visiblement froid. Et c'est évidemment pas un autoportrait réaliste, c'est la projection de ce qui l'attend. La projection de ce qui va se passer maintenant qu'on ne veut plus de sa peinture et qu'il est prêt à affronter. C'est-à-dire que le portrait qui lui a servi du temps d'Io Picasso pour célébrer son triomphe. Io Picasso est un portrait triomphant, moi, en espagnol ça veut dire moi Picasso, et ça veut vraiment dire bon, moi je suis le plus fort. Et là, l'autoportrait bleu, c'est l'inverse, c'est voilà ce qu'on me fait, mais je serai assez fort. Montmartre, l'atelier du bateau Lavoir. Picasso rentrait de déjeuner, il avait un tout petit chat dans ses mains. Et pour engager la conversation, il n'avait jamais osé me parler. Il me dit, le voulez-vous? Alors je dis, oh oui, je veux bien. Et il m'a fait entrer dans son atelier et il m'a fait visiter son atelier. Et j'en ai eu une impression tout à fait bizarre. Fernand d'Olivier au fichu bleu. Alors, est-ce que le changement de l'époque bleue à l'époque rose avait à faire avec son amour de Fernand? Probablement, d'une manière très générale, oui. En tout cas, sa vie allait mieux, il était plus heureux, et vous avez un symbolisme qui change. Les tableaux qui sont presque tous bleus deviennent presque tous roses. Il va faire de Fernande une idole primitive. Le grand nu rose, on ne voit plus la beauté de Fernande au sens classique, ses volumes, ses formes, et il en fait une sorte d'idole, monumentale d'ailleurs, mais en même temps qui apparaît en rose sur rose,
c'est un champ d'expérimentation de la peinture. Fernande se coiffant. Fernande à l'éventail. On est tous les jours une personne différente. Picasso change, Fernande change, les rapports entre Picasso et Fernande changent, les rapports entre Picasso et son art changent. Automatiquement, Picasso aurait dit, l'image va changer. Ça va être transformé selon les besoins de l'artiste. Parce qu'il ne se considère pas un photographe qui fait une image très ressemblante qui doit durer pour toujours, l'image de Fernande, mais qui fait sa Fernande à lui, ce jour-là, sous de telles conditions. Fernande au poire. Ce qu'il faisait me donnait une émotion tout à fait spéciale, une émotion justement qui participe du rêve. Comprenez-vous? C'était une chose pour moi qui n'était pas objective du tout. Je voyais autre chose dans ce qu'il faisait. Et je voyais surtout l'homme que je m'imaginais qu'il était. La rencontre entre Picasso et Gertrude Stein a été capitale pour lui. Gertrude Stein était son aînée de 6 ans. Elle vivait à Paris avec son frère Léo. C'étaient des héritiers, c'est-à-dire qu'ils pouvaient faire une collection de tableaux. Quand Picasso s'attelle au travail de représenter, de figurer Gertrude Stein, probablement il en sait trop sur elle. Ou du moins, il sait trop que c'est quelqu'un qui a son quant à soi, qui ne se livre pas. Il va désespérément essayer d'être à la hauteur, essayer de capter cette chose qui se dérobe, comme en tout vivant, mais peut-être davantage encore quand il y a derrière une pensée forte. Le paradoxe est que tant que le modèle Gertrude Stein est devant lui, il n'arrive pas. Il n'arrive pas à la ressemblance. Au moment de partir au printemps, quand Gertrude Stein allait quitter Paris, il a complètement effacé le visage, en disant « je ne vous vois plus ». C'est-à-dire que le portrait est resté sans visage. Et quand il est rentré à Paris, la première chose qu'il a faite, ça a été en quelque sorte de transférer ce qu'il avait découvert en peignant Fernande en femme primitive dans le portrait de Gertrude Stein. Alors, apparemment, ça devrait être quelque chose de mort, quelque chose de triste, quelque chose de comme un masque mortuaire. Et c'est exactement le contraire qui se passe. Et vous savez qu'il y a une histoire tout à fait étonnante, c'est que 20 ans plus tard, comme c'était la mode, Gertrude Stein, au lieu de porter ses cheveux en couronne, comme elle les porte dans le portrait de 1906, s'est fait couper les cheveux. Et quand Picasso s'en est aperçu, il a bondi avec elle en disant « mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Et mon portrait, il l'a regardé, et puis il s'est rassuré, il a dit « non mais tout y est, tout y est ». Et c'est vrai, on peut mettre Gertrude Stein, les photos de Gertrude Stein, les cheveux coupés, le portrait a dépassé les circonstances, c'est au fond exactement ce que Picasso voulait. Autoportrait. Les Demoiselles d'Avignon, 1907. L'atelier du 11 boulevard de Clichy, Paris.
1910, quand Picasso fait son portrait, exactement comme lorsqu'il a fait le portrait de Gertrude Stein, il a voulu faire le portrait d'une femme du XXe siècle, on peut dire qu'avec Vollard, il fait le portrait d'un marchand du XXe siècle. C'est-à-dire qu'il fait le portrait d'un homme à qui il doit beaucoup, mais en même temps, il va faire de lui, en quelque sorte, l'épreuve de ce qu'est devenu son cubisme. Il y a à la fois, donc, une espèce de temps nouveau qui arrive, et alors on réinvente le monde en le construisant. Alors, on pourrait dire, oui, ils dépaissent, ils dépaissent, non, ils construisent. C'est une construction mentale et artisanale extraordinaire. On construit l'homme, une image de l'homme comme on construit une ville. C'est-à-dire que il y a Vollard, il y a tout Vollard, et un enfant d'ailleurs à qui Vollard l'a montré a tout de suite dit ça c'est Vollard, l'a tout de suite reconnu, ce qui est essentiel quand même pour un portrait, et en même temps c'est une construction de la peinture, et c'est une construction du cubisme, c'est-à-dire un portrait tout à fait géométrique, tout à fait reconstruit, et qui fonctionne admirablement comme tel. Il y a une construction qui dépasse de loin l'idée de faire le portrait de son marchand. Une construction mentale, artistique, philosophique, picturale, poétique, politique, précisément 1910, 11, 12, avant la catastrophe qui va arriver, qui va tout changer, chez Picasso comme chez tout le monde. Oh merde, ça recommence. Oh, catastrophe. Le changement dans sa vie va venir de sa rencontre avec Cocteau, qui va l'aiguiller vers les ballets russes. Ils vont participer ensemble à un ballet qui va faire scandale, parade, sur une musique de Satie. Mais parmi les danseuses des ballets russes, il y en a une qui retient tout de suite l'attention de Picasso, Olga, qui va devenir son épouse et qui lui donnera un fils. Et on suit dans sa peinture la cour qu'il a fait à Olga de portrait en portrait. Le corps lui-même est parfaitement classique et presque académique, et heureusement, il est suspendu dans un espace indéterminé qui doit être celui de ses rêves, ses désirs inexprimables dans ce tableau. Probablement, elle lui faisait peur, peut-être, je ne sais pas. Et Picasso a fait quelque chose de très étonnant, c'est qu'il a fait la photo d'Olga dans la même pose. Et on peut comparer la photo et le portrait et se rendre compte à quel point Picasso, qu'on accuse toujours de maltraiter les femmes, était capable au contraire de les transfigurer. Et il a donné là, c'est un portrait d'amoureux, et il donne à Olga une aisance, une grâce qu'elle n'avait pas exactement dans la réalité. Portrait d'Olga. C'est-à-dire que les portraits de Picasso sont des commentaires personnels de lui sur des personnes qui ont une signification pour lui, et il les fait pour ses propres propos, pas pour la personne qui est le sujet du tableau, mais pour sonder ses propres sentiments vis-à-vis cette personne. Paris, rue de la Boétie. En 1921, pour la première fois, il devient père. C'est consacré par une quantité énorme de dessins de polo bébé,
y compris même avant sa naissance. Il y a des maternités devant la naissance de l'enfant, Picasso a tout anticipé. Et il va peindre aussi, dès que l'enfant grandit un petit peu, il y a tout un thème de Polo enfant, qui est un thème du bonheur. Paul en Arlequin. Paul en Pierrot. Paul dessinant. Si les premiers portraits d'Olga sont les portraits de l'exaltation d'un homme amoureux, la crise de leur mariage, aussi la crise de l'époque, c'est-à-dire la crise de la fin des années 20, vont conduire Picasso à une peinture de violence, de cruauté, où désormais le portrait va toujours rester un banc d'essai, mais une sorte de banc d'essai de la peur, de la terreur, des angoisses. Là, c'est de la peinture folle, extraordinaire, où c'est terrible parce que l'amour de la peinture l'emporte, évidemment, sur l'amour de cette femme. Ça commence à la fois l'ombilic, l'anus, le sexe, les seins, de dos dans tous les sens. Certains pourraient dire que c'est antiféministe, n'est-ce pas, que c'est une représentation laide de la féminité. En fait, c'est toujours à partir de ces figurations académiques. On voit très bien l'extraordinaire violence de Picasso contre des figures académiques de la féminité. Moi, je pense qu'il y a là, au contraire, une exaltation de la vie, une vie sauvage. Alors là, on pourrait dire, oui, ça va annoncer Guernica, puisqu'il y a un visage tendu, ouvert, avec les dents, etc. Peut-être, peut-être. En tout cas, il y a du Guernica, certainement déjà, dans ses amours avec Olga. Là, l'inquiétude intime est portée à son comble, puisque pour lui, c'est très grave, l'échec du mariage, l'échec de son amour et tout. Mais en même temps, cela se noue avec l'inquiétude sur l'époque. Parce que Picasso, qu'on a souvent représenté comme un homme apolitique, est au contraire quelqu'un qui s'est toujours posé des questions, mais pas au niveau des changements ministériels, au niveau de la paix, de la guerre, du sens de l'histoire. Et vraiment, à la fin des années 20, pour lui, c'est le moment où il commence sa réflexion. En plein pendant la crise de son mariage, Picasso a fait une rencontre qui a bouleversé sa vie, qui est la rencontre d'une jeune fille de 17 ans, Marie-Thérèse, qui allait devenir sa compagne et illuminer sa peinture pendant une bonne dizaine d'années. Ma mère avait une apparence absolument extraordinaire pour lui. Elle était blonde comme les blés. Elle avait un teint pâle, un teint diaphane, vous savez. Elle avait quel âge? Elle avait 17 ans. Un jour de janvier 1927, elle se promenait devant les Galeries Lafayette. Elle a été accostée par un homme nettement plus vieux qu'elle, puisque Picasso venait d'avoir 46 ans, et qui lui a dit nous allons faire de grandes choses ensemble. Je crois qu'il l'a attrapé par le bras, c'était l'horreur, c'était affolant, vous imaginez à l'époque, c'était l'horreur. En lui disant, mademoiselle, je voudrais faire votre portrait. Elle tombait des nues. Vous voulez faire mon portrait? Oui, je suis peintre. Et à l'époque, c'était évidemment le plus grand secret parce que, d'abord, c'était une mineure, simplement sur le plan de la loi. Et Picasso était un homme marié, ce qui obligeait... Et puis en plus, il fallait évidemment qu'Olga soit tenue dans le secret. Mais Picasso a poussé le secret tellement loin que pratiquement jusqu'à la guerre, même ses plus proches amis, sauf Sabartès qui est revenu l'aider,
personne n'était au courant de l'existence de Marie-Thérèse. Marie-Thérèse lisant. Baigneuse au bord de la mer. Marie-Thérèse. Château de Bois-Gelou. Heure. Très souvent, pour Picasso, la femme, c'est la peinture. La femme, c'est la toile. La femme, c'est la blancheur, en quelque sorte, qu'il s'agit de maculer. Et qu'il s'agit de, non pas simplement de s'approprier, n'est-ce pas, mais qu'il s'agit en quelque sorte d'entraîner dans une espèce de fête de la couleur. Alors, elle se caresse entre les jambes, avec un sexe d'homme et un clitoris à la place de la bouche et un sexe d'homme à la place du visage. Tout ça dans une douceur de chatte, de lionne au repos, dans un décor maticien. Des tapisseries maticiennes et un corps, oui, totalement Picasso. Sans doute y a-t-il, de la part de Picasso, comme une espèce de représentation obscène de la sexualité, mais, si vous voulez, ça se voit et ça ne se voit pas. C'est ça qui est paradoxal, c'est que le sexe dans le visage disparaît dans la féminité. Et je pense que, comme il le doit. Et le paradoxe de la sexualité, c'est que précisément, le sexe, et pour un créateur comme Picasso, le sexe engendre, en quelque sorte, la femme avec laquelle il fait l'amour. Apparemment, il en est fou amoureux. Et pas la peine d'aller chercher, de faire des enquêtes, il n'y a qu'à regarder le tableau. Marie-Thérèse. Femme à la fenêtre. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse assise. Le drame avec Olga n'interviendra qu'en 1935 parce que Marie-Thérèse attend un bébé qui sera la première fille de Picasso, Maya. Et à ce moment-là, sur le plan d'Olga, en tout cas, le secret ne peut pas être conservé, mais il le restera pour les amis. Maya, à 3 mois et demi. Marie-Thérèse, femme lisant. Cette aventure se déroule sur un fond qui n'est pas simplement celui de la crise de 1929, mais très vite celui de l'accession d'Hitler au pouvoir. Et Marie-Thérèse sera encore là pendant la guerre d'Espagne.
À chaque fois qu'il a rencontré une femme qui est entrée dans sa vie, il a changé sa peinture pour elle. Et il y a un style de Dora qui est à l'opposé du style de Marie-Thérèse. Elle est très brune, elle a des ongles peints, rouges, très effilés, et un regard noir, un regard qui n'est qu'à elle. Et Dora va devenir, d'une certaine façon, l'image de l'Espagne. C'est en effet la femme qui pleure, parce qu'elle est aussi la compagne qui pleure l'Espagne. Je pense que la pitié, s'il y en a chez Picasso, c'est une pitié violente. Et c'est ce qui fait, je pense, que Picasso n'est pas, si vous voulez, chrétien au sens traditionnel du terme. Il est trop violent pour être chrétien. Non pas du tout qu'il n'ait pas de pitié, mais précisément sa pitié est violente. C'est une colère. Picasso est communiste, il n'est pas chrétien. Indépendamment des engagements de Picasso, des engagements politiques de Picasso, je pense que ce qu'il y a en lui, je ne dis pas psychologiquement, mais ce qu'il y a en lui d'humain, c'est cette espèce d'œil ouvert sur la violence du monde, mais un œil ouvert sur la violence du monde qui n'accepte pas la violence et qui la constate, mais qui ne veut surtout pas la consacrer. C'est pour cela, pour répondre à votre question, le sacré chez Picasso n'est pas consacrant, il est massacrant. Ce sont les peintures de la cruauté, ce sont des peintures de la violence, et au bout du compte, la violence ne se tournait pas, comme on l'a cru, sur les femmes, bien que ce soit des portraits déformés, mais si vous voulez, c'est à l'aide de ces déformations, à l'aide de ces monstruosités, que Picasso voulait, par sa peinture, donner à voir la monstruosité de l'époque elle-même. Ce ne sont pas des peintures antiféministes, si j'ose dire. Ce sont des peintures où Picasso sait que les femmes sont les premières victimes de tout ce que l'époque comporte en elle d'inhumain. Mais il y a aussi des portraits de femmes qui résistent, qui sont violentes, qui sont guerrières, et là nous avons le paradoxe d'une Marie-Madeleine guerrière, ça, et qui refuse de se soumettre. Ça. Je pense qu'il y a le souci de rendre compte de cette espèce de résistance de la féminité comme un adversaire, et comme un adversaire honnête, n'est-ce pas, avec lequel on se bat. Dora au pull-over jaune. Femme assise au chapeau. Dora. Atelier rue des Grands Augustins, Paris. Disait des choses de temps en temps qui étaient des blagues, mais même les blagues qui avaient un sens, un arrière-sens assez important. Par exemple, quand il le disait assez souvent avec de différentes couleurs, « Oh, quand j'ai plus rouge, j'emploie le jaune », par exemple, et les gens disent oh, « C'est le grand Picasso, le Seigneur, il peut faire le tableau de n'importe quoi ». Alors tout ça vient du fait que Picasso pensait en chiaroscuro, en clair-obscur, en noir et blanc. Et beaucoup de ses plus grands tableaux, par exemple comme Guernica, ont été faits sans couleur. Et les dessins de Picasso sont souvent les choses les plus fortes de son œuvre. Il y a très peu de couleurs dedans. Ceci dit, il a fait des choses magnifiques avec de la couleur, mais ce n'était pas au cœur de son entreprise. C'est fait avec des intentions tellement du moment, de l'époque et de l'état dans lequel tout le monde et moi nous nous trouvons, que c'est très difficile. Au moment de Guernica, j'ai fait Guernica, n'est-ce pas? C'était une grande catastrophe, même le commencement de beaucoup d'autres que nous avons suivis, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est comme ça. C'est personnel, n'est-ce pas? Au fond, ce sont des mémoires qu'on s'écrit soi-même, des cahiers, Guernica, 1937.
Et quel était votre nom de famille à l'époque? Walter, le nom de ma maman. Et lui, il est Picasso quand même. Pardon? Lui, il vous appelle Picasso. Ah oui, ah non mais franchement, moi je ne me suis jamais inquiété de tout ça parce que j'avais un prénom et que je trouvais que ça me suffisait déjà. Et quand en classe on me demandait toujours profession du père, je disais peintre. On me disait peintre en bâtiment, je disais oui. Comme ça on me fichait la paix pendant 1 an. Mais si vous voulez, c'était à l'époque on ne parlait pas tellement des enfants naturels. C'était pas bien vu. Maya en costume marin. Portrait de Maya avec sa poupée. Il était dérouté par mes professeurs qui osaient me donner de mauvaises notes en dessin, mais lui avait de plus mauvaises notes en dessin que moi, alors ça m'était complètement égal. Par exemple, la maîtresse me demandait un abat-jour. Alors elle m'expliquait qu'un abat-jour, c'était deux traits comme ça, et après on les rejoignait, et donc il fallait faire une frise ou je ne sais pas quoi. J'arrivais, j'expliquais ça à mon père, je lui disais, bon bah écoute, j'ai autre chose à faire, ou d'une version latine ou n'importe quoi, est-ce que tu pourrais m'aider? Alors il faisait naturellement l'abat-jour en 3 coups de cuir à peau, et moi très fier, je trouvais ça extraordinaire. Il faisait par exemple un faune qui courait derrière une dame qui allait se réfugier derrière un buisson. Et à ce moment-là, j'arrivais très fier de mon dessin. Et qu'est-ce qui se passait? La maîtresse disait, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un abat-jour? Il y avait la forme. Moi, j'avais la forme déjà. Alors je disais, mais si, mais c'est complètement ridicule. À refaire. Et papa avait refaire. Quand la fin de la guerre est arrivée, il était de ceux qui pensaient que rien n'était fini, que cette guerre avait été à tel point une déshumanisation, avait porté si loin la déshumanisation qu'il en resterait des traces et qu'il fallait que la peinture le dise. Portrait de Dora Maar. Femme en vert. Dora. C'est vrai que la peinture de Picasso a été pour lui une façon de tenir son journal. Et on voit arriver dans les dessins de 1943 une femme, une silhouette de jeune femme qui n'est ni Dora ni Marie-Thérèse, et cela sans doute avant même qu'elle ne soit entrée dans la vie de Picasso. C'était Françoise Gillot. Françoise aux boucles vertes. Il y a d'abord des lignes, une sorte de silhouette spécifique de Françoise qui arrive et qui va devenir le premier grand portrait d'elle transformé en femme fleur. Et ça va être le signe de Françoise. Marie-Thérèse, c'est un chant. Dora, bon, ça reste en effet la femme qui pleure. Mais Françoise, c'est beaucoup plus un signe, un élan qui va triompher dans une des œuvres les plus jolies et les plus endiablées de Picasso, qui est La joie de vivre, qui est vraiment un hymne à la jeunesse de Françoise et où on voit cet élan qu'elle incarne pour lui avec sa poitrine, avec sa forme. Bon, il y a tout cet hymne formel. Pour Picasso, la modernité, c'était le changement. Et il a dû se sentir un homme très différent de jour en jour, et il a voulu que son art reflète cette qualité,
cette conscience du changement dans le monde. C'était un intellectuel, Picasso? Non, c'était certainement pas un intellectuel, mais c'est quelqu'un qui pense. Et qui pense précisément avec des matières. C'est-à-dire, c'est quelqu'un véritablement qui est intelligent. Plutôt qu'un intellectuel, c'est un homme intelligent. C'est-à-dire, un intellectuel, ce serait quelqu'un qui utiliserait l'intelligence de manière professionnelle et en virtuose. Alors qu'un homme intelligent comme Picasso, c'est quelqu'un qui réinvente son intellect avec chaque occasion et avec chaque matière. Et c'est ça un homme intelligent. L'homme au mouton, place du marché, Valoris, Alpes-Maritimes. Et donc, il y aura 2 enfants qui seront célébrés dans des peintures absolument extraordinaires. Il y a des peintures de Claude dessinant de nouveau l'idée de l'héritier, mais il y a des peintures avec Paloma qui sont aussi extraordinaires dans leur genre que les peintures avec Maya. Et c'est peut-être cette capacité de renouvellement à chaque paternité qui est une des clés aussi de cette espèce d'émerveillement interne dont Picasso était capable à chaque fois qu'une nouvelle vie se présentait et un enrichissement de sa propre vie. Je crois que cette capacité de recommencement chez lui, n'oubliez pas qu'il a plus de 60 ans à l'époque, et vraiment, bon, la vie recommence comme s'il en avait 20. Picasso ne faisait pas de portrait pour vendre au sujet. C'est-à-dire, vous ne pouviez pas venir à Picasso et lui demander un portrait. Helena Rubinstein voudrait son portrait. Il faut dire qu'Helena Rubinstein avait dû embêter d'autres peintres pour avoir son portrait. Alors, elle a débarqué le 15 août. Picasso avait accepté, mais en même temps, je doute très fort qu'il avait jamais l'idée de peindre ce portrait. J'étais seul avec papa, dans une grande maison qui s'appelait la Californie. Papa face à sa feuille de papier, devant une espèce de chasse pleine de bijoux. Et l'image d'Helena Rubinstein devient de plus en plus une image bête et corrosive, et finalement, ça finit par une image qui ressemble beaucoup plus le visage de Picasso. Et après la pause, alors, il a commencé par dessiner que les bijoux. C'était l'horreur. Picasso avait aucun intérêt dans ces choses-là, et finalement, il n'a pas fait le portrait. Villa La Californie, Cannes, Alpes-Maritimes.
Jacqueline en costume turc. Dès l'automne 1954, commence ce qu'on peut appeler la période Jacqueline, et qui ne s'arrêtera plus jusqu'à la mort de Picasso, parce que Jacqueline sera l'objet de toutes les transformations de la peinture, le modèle, elle aura la figure tout d'un coup de son lévrier afghan, elle passera par absolument tout l'éventail de ce que Picasso peut demander à la peinture. Mais ça va durer pratiquement 18 ans. Le peintre et son modèle. Le Picasso de la fin, à l'époque, n'était pas compris. Personne n'a vu où était la beauté, si on peut encore parler de beauté, l'espèce de force, disons, qui est donc plus que la beauté, dans ce dernier Picasso. Les gens voyaient ça comme une sorte de chose de décadence, alors qu'aujourd'hui, c'est évident. Aujourd'hui, tout le monde, voyant ces derniers Picasso, dit « c'est peut-être le plus grand de tous les Picasso ». Le vieil homme assis, c'est la dernière figure du peintre, qui est le résumé de toute la peinture. Et on sait très bien qu'il y a dans ce tableau le chapeau de Van Gogh, il y a la pose du jardinier Vallier, il y a des couleurs de Matisse, il y a le geste de Renoir atteint par les rhumatismes déformants. Mais très curieusement, en 72, on a le même portrait, mais en quelque sorte rajeuni. Et c'est le portrait du jeune peintre. C'est le jeune peintre peint par un jeune peintre. C'est un jeune peintre qui se peint lui-même, comme si Picasso avait retrouvé l'enfance. Mais alors, une enfance surhumaine et une enfance spectrale, l'enfance d'une momie-môme, si vous voulez. Vous savez mon âge, mais peut-être que c'est une âge jeune. Vous pensez à la mort? Alors, tout le temps, depuis le matin jusqu'au soir, et depuis que j'étais tout petit, pourquoi pas? C'est notre compagne, n'est-ce pas, qui nous quittera jamais, n'est-ce pas? Ça, c'est la seule femme qui vous quitte jamais. Villa Notre-Dame de Vie, Mougins, Alpes-Maritimes. Ce qui est très émouvant, c'est de penser que tout à fait à la fin de sa vie, en 1972, moi je suis venu chez lui à ce moment-là parce que je travaillais à mon catalogue de cubisme. Et il m'a amené dans un de ses ateliers et il y avait dans un fauteuil un dessin placé comme un personnage qui est cet autoportrait avec les yeux dessinés en mauve et en vert avec les yeux très agrandis comme devant sa mort. J'ai été extrêmement frappé, il m'a dit « je crois que j'ai atteint là quelque chose hein. ». Il y avait une phrase de Prévert qui était très jolie, il disait... Et on peut attribuer ça à beaucoup de portraits de Picasso, que faisait Picasso. Il disait, une tête de vivant, c'est beau, parce qu'il y a une tête de mort dedans. C'est pas la mort regardée en face, parce qu'un peintre ne regarde pas la mort en face. C'est regarder à travers la mort. C'est regarder au-delà de la mort, par-delà la mort. C'est, si vous voulez, le regard lui-même en tant qu'il passe toujours à travers, en tant qu'il est surtout le regard extraordinaire de Picasso, qu'il est perçant, qu'il est pénétrant, qui regarde toujours ailleurs. Parce qu'on montre une image, au fond, acceptable, qui nous dit quoi? Comment est-ce qu'on nous la montre? On la montre en disant, bah finalement vous allez mieux, donc vous plaignez pas. Vous voyez, il y a pire dans le monde, et on ne fait rien. Et ces gens meurent, sont assassinés par millions, tout le monde s'en fout. Et les camps, et les tombes, et les charniers, tout ça, oui, alors peut-être Karadzic, il faudra l'arrêter un jour. Tout ça est ignoble. Alors lui, avec sa gueule, il dit tout ça est ignoble. Il dit, moi je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que tout ça est ignoble. Et que la vérité, elle est toujours belle. Faut l'affronter en face. Mais en même temps, ça faisait partie de son matérialisme, si j'ose dire, au sens philosophique. Je veux dire par là que vous aviez en face de vous
quelqu'un qui savait qu'il n'y a rien après la mort et qui en même temps avait passé toutes les dernières années de sa vie à essayer de pouvoir tout dire avant de mourir. Je pense que ces derniers autoportraits sont des choses dont il n'existe pas des images pareilles dans toute l'histoire de l'art. C'est-à-dire que, si vous voulez, il a poussé l'autoportrait juste à cette extrême limite où il a voulu se peindre devant sa propre mort. Fascinant. La 5e vous informe que ce programme est disponible en vidéocassette. Pour vous le procurer ou pour obtenir des renseignements concernant tous les titres disponibles, il vous suffit